Enfin l'été. Si comme nous tu aimes écouter des podcasts sur la route ou à la plage, on t'a concocté un petit best-of des épisodes qui ont cartonné. Alors laisse-toi inspirer pour préparer une jolie rentrée avec nous. Profite bien de ton été et reviens-nous en pleine forme. On arrive avec plein de surprises en septembre pour la saison 7 de Référence Petite Enfance. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format du podcast Référence Petite Enfance. C'est la première interview du podcast, donc j'espère que vous allez être indulgents avec moi. Et aujourd'hui, on accueille Élodie Emo, qui est infirmière puéricultrice. Bonjour Élodie. Bonjour Amal, ravie d'être ici aujourd'hui avec toi. Alors Élodie, tu es chargée de formation et tu es chef de l'action Les Cercles de Parents. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire ce que c'est que la formation d'infirmière et la spécialité de puéricultrice? Pour devenir infirmière puéricultrice, il faut donc faire 3 ans d'école d'infirmière où les étudiants vont faire une alternance de stage et d'apport théorique. Et à la suite de l'obtention de ce diplôme d'État, il y a un concours qui permet d'entrer en école d'infirmière puéricultrice. Si on obtient le concours écrit et oral, on va pouvoir donc faire cette année de spécialisation avec de la même façon que l'école d'infirmière, une alternance de stage et de cours. Mais là, les apports vont être ciblés sur le développement psychomoteur affectif de l'enfant, la relation d'attachement, tout ce qui est soutien à la parentalité, l'allaitement. Enfin voilà, il va vraiment y avoir un approfondissement sur l'enfant de la naissance jusqu'aux 18 ans. Et aussi bien des apports plutôt psychologiques que des apports en lien avec les pathologies de l'enfant, puisque à l'obtention de ce diplôme, l'infirmière puéricultrice peut travailler en extra et en intra-hospitalier, donc dans des services où vraiment on va être dans des soins techniques, physiques, mais il y aura toujours cette alliance de soins relationnels qu'on va beaucoup retrouver en extra-hospitalier. Donc c'est un bac+4 qui aujourd'hui est en train d'être discuté aux assises de la pédiatrie pour passer en bac+5. Ah ouais. C'est une année qui est très très dense. Il n'y a pas encore d'harmonisation en fait des apports d'une école à l'autre, et donc le projet c'est quand même qu'il y ait une masterisation là à venir. Ce qui est spécifique là, c'est qu'en fait c'est pas spécifique à par exemple, je sais pas moi, la traumatologie. Là on est spécifique à une population, donc c'est vraiment très holistique comme spécialité. Ok, on voit que c'est un gros parcours, il y a beaucoup d'exigences et c'est un parcours très pratique. Il y a beaucoup d'alternance, beaucoup de stages, de pratiques sur le terrain, et ça, en ce moment, c'est un peu le cheval de bataille du gouvernement et de l'éducation en France. Ouais, ça permet d'acquérir de la dextérité dans les soins, aussi bien physique que psychique, et ça va permettre d'approfondir, d'ancrer les connaissances qui vont être vues en cours. Il y a des étudiants qui lâchent le parcours, qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Est-ce que ça vient bien avant, plutôt dans les premières années, ou même en année de puériculture? Ça peut venir à tout moment, je dirais, mais c'est vrai qu'en termes de statistiques, ça a plutôt tendance à venir en première année d'école d'infirmière, puisque là, les étudiants vont être confrontés, comme le bébé imaginaire et réel, vont être confrontés à la réalité de ce que c'est que ce métier-là, et notamment les stages qui peuvent être un peu difficiles émotionnellement. Quand on va parfois dans des services comme les EHPAD, on est confronté à la réalité vraiment du terrain. Donc souvent, il y a des lâchages en première année. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des lâchages plus tard, avec des prises de conscience où il y a des étudiants qui ont dit je vais pas lâcher, je vais tenir, et puis qui au bout de la 2e ou 3e année se rendent compte qu'ils sont pas heureux dans ce parcours. Alors, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément très très bien ce diplôme, nous dire un peu l'importance du rôle des puéricultrices dans l'accueil du jeune enfant? Et qu'est-ce que nous qui sommes dans un podcast de crèche, qu'est-ce que ça peut avoir comme valeur ajoutée, comme profil dans les crèches? Alors, généralement, l'infirmière puéricultrice en crèche, elle est soit directrice adjointe. Donc, elle va avoir un rôle et des missions en lien avec l'organisation de la crèche, les plannings, gérer les protocoles, le projet d'établissement, impulser un peu tout ce qui va se passer dans la crèche. Elle a aussi un rôle évidemment de management où elle va essayer de driver les équipes, leur faire des formations. Enfin voilà. L'idée c'est quand même que elle ait ce rôle de cohésion, qu'elle aide à la cohésion d'équipe et ce qui est une bonne ambiance. Au niveau de son diplôme, qu'est-ce qui va servir? Alors, actuellement, il n'y a pas assez, justement, de management et d'organisation de planning dans le programme actuel. Ça, c'est ce qui pêche. Et c'est-à-dire que quand elle arrive dans ce type de structure-là, elle n'a pas forcément ces compétences-là. Par contre, elle a fait des stages qui lui ont permis quand même d'avoir des petits outils, mais
Elle les a peu. Par contre, ce qu'elle a beaucoup, c'est ce côté paramédical. Donc, au niveau des protocoles de soins, elle va pouvoir venir en appui du médecin pour réaliser ou en tout cas réfléchir à l'organisation au niveau des protocoles de soins. Elle a tout ce qui est en lien avec l'hygiène des locaux, l'hygiène du matériel, l'hygiène des jouets et puis surtout tout ce qui est en lien avec le développement psychomoteur affectif et rythme de l'enfant. Et là, en ça, elle a des vraies compétences surajoutées parce qu'elle a une connaissance très fine de ce qui est important pour que l'enfant puisse s'épanouir, de respecter ses besoins, qui sont souvent à l'origine d'émotions fortes chez les tout-petits. Et donc, en ça, elle va pouvoir aider les équipes et impulser des choses. Les auxiliaires de puériculture, mais on y reviendra après, sont aussi un corps de métier qui ont vraiment des apports un peu moins pointus qu'elle, mais quand même des apports conséquents sur l'attachement, le développement psychomoteur affectif de l'enfant. On oppose parfois les éducateurs de jeunes enfants aux infirmiers dans les crèches. Mais dans ce que tu dis, on a l'impression quand même que dans le parcours de l'IP, donc l'infirmière puéricultrice, il y a toute cette partie éducative. Bien sûr. Non, je pense que c'est pas deux professions à opposer. Je pense que peut-être au niveau de tout ce qui est jeu, les éducateurs de jeunes enfants ont peut-être un plus par rapport à l'infirmière puéricultrice. Par contre, les éducateurs de jeunes enfants n'ont pas ou peu ou beaucoup moins tout ce qui est lié aux soins de l'enfant. Et je dirais qu'en termes de développement psychomoteur affectif, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Comme ça permet d'avoir des points de raccord pour s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut dans cette crèche-là, qu'est-ce qu'on veut mener comme projet pédagogique. Alors toi, tu as l'air vraiment passionné par ton métier. Je sais que tu fais beaucoup de choses pour la profession. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier, toi ? C'est mêlé de choses conscientes et inconscientes, comme tous ces métiers de soins. Au lycée, en fait, j'étais en bac littéraire, donc je me prédestinais pas à être infirmière puère, mais ce métier m'attirait, je le trouvais. Alors, j'avais cette image vraiment de la puère douce, bienveillante, qui prenait soin des enfants. C'est ce qui m'a attirée quand j'avais 17-18 ans. Cette profession où à la fois fallait faire des études supérieures, mais à la fois j'avais de bonnes valeurs. C'était un métier good vibes et ça, c'était important pour moi. J'ai toujours été attirée par l'écoute active, la bienveillance et le soin relationnel. C'est quand même ce qui m'animait. J'ai vite travaillé en PMI. Moi, je travaille en maternité et néonatologie, mais j'ai vite travaillé en PMI. Je sais que tu fais beaucoup d'études. Je crois que tu es une infinite learner. Tu es encore en formation en ce moment, donc toi, tu n'arrêtes pas. Est-ce qu'on peut dire que la formation d'infirmière puéricultrice ouvre des portes et quels sont les principaux métiers, en fait, les principales fonctions qu'on peut exercer? En tant qu'infirmière puère, tu peux travailler en milieu hospitalier, donc ça va des urgences pédiatriques, de la pédiatrie, de la maternité jusqu'à la pédopsychiatrie. Tu peux travailler en extra-hospitalier, donc en crèche, en ESJE, en foyer de l'enfance, où il y a des enfants qui sont placés, en PMI, dans des foyers aussi maternels où il y a des mères isolées. Et puis tu peux devenir cadre après. Tu peux aussi être chargé de formation comme moi, c'est-à-dire que apprendre le métier à des futurs professionnels. Après, moi, ce que je fais là actuellement, c'est qu'en tant que chargé de formation, on doit avoir un diplôme de niveau Bac+5 minimum. Donc là, cette année, je fais un Master 2 en sciences de la communication et de l'information. Tu as fondé un collectif qui s'appelle « Je suis infirmière puéricultrice ». Ouais, tout à fait. C'est né sur les réseaux fin 2020, donc plein de puères qui ont cherché à se regrouper. L'idée, c'était qu'il n'y avait pas assez de communication autour de ce métier. C'est un métier à 98% de femmes. Et donc, du coup, on avait cette envie de donner de la visibilité. Quand on disait qu'est-ce que c'est qu'une infirmière puère à une personne lambda croisée dans la rue, elle confondait avec un autre métier, elle avait aucune vision de ce métier. Et depuis 2 ans, tout le boulot qu'on a fait de communication, a quand même aidé à ce qu'on identifie l'infirmière puéricultrice. Donc l'idée de ce collectif, c'est revaloriser la profession avec un passage en Bac+5 et surtout améliorer la prise en soin de l'enfant. Des professionnels qualifiés pour prendre en soin une population qui est vulnérable, qui est très vulnérable, même chez le tout petit. Et c'est un collectif qui est tout jeune, qui est en pleine expansion. Vous êtes combien maintenant ? Alors, on était 10 cofondatrices à la base. On a des puissances de frappe sur les réseaux dans le sens où on est 5000 sur Facebook. On a un groupe de 5000 personnes en privé. On a une page Instagram, pareil, avec plus de 3000 personnes, une page LinkedIn. On a été auditionné pour les assises de la pédiatrie, là, dernièrement, parce qu'on est devenu une association qui pèse. Ok, alors pour finir, est-ce que tu penses que c'est possible de s'y mettre sur le tard si on est déjà dans la petite enfance ou dans un autre métier et que on a envie de se reconvertir, ou si on est dans la petite enfance mais qu'on a un petit diplôme et qu'on a envie d'évoluer, est-ce que c'est accessible d'après toi ?
Moi, je pense que tout est une question de volonté. Donc, quand on est infirmière, c'est clairement accessible après une certaine expérience. Après, il s'agit d'aller financer et puis de réussir à allier avec sa vie personnelle. Mais voilà, je suis l'exemple même en faisant un Master 2 que c'est possible. Moi, j'ai 2 enfants. Mais il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie et la volonté. Après, quand il s'agit de diplômes en dessous du bac, ou en tout cas, là, les auxiliaires de puère, je prends cet exemple-là. Moi, j'ai une élève auxiliaire de puère qui a enchaîné, en fait, avec l'école d'inf et là, qui est en école de puère. Donc, c'est complètement possible. Pour devenir infirmière puéricultrice, il faut d'abord être infirmière quoi qu'il arrive. Tous les métiers de la petite enfance n'auront pas envie de passer par cette case de 3 ans d'école d'infirmière parce que ça implique quand même d'aller en stage dans des milieux où elles n'ont pas forcément envie d'aller. Après, il y a tout ce qui est validation des acquis aussi qui peut permettre de grimper. Progressivement, tu vois, si tu as un diplôme de CAP petite enfance, tu peux faire la VAE d'auxiliaire de puériculture. Et puis après, possiblement, ça valide la première année d'école d'infirmière. Et puis voilà. C'est intéressant. Voilà, il y a des passages quand même possibles. Et puis maintenant, c'est assez facile c'est possible en tout cas de se faire financer ces études. Je pense que c'est vraiment une question d'envie et de possibilités familiales. Il faut que le conjoint, il ait en tête que ça va être des années difficiles où il va falloir prendre le relais sur la charge familiale. Je parle de ça puisque c'est des métiers de femmes. Ça, c'est compliqué. Et je crois qu'il y a vraiment la même motivation de s'occuper des enfants dans tous nos métiers. Et parfois, peut-être que la motivation pour monter les échelons, c'est aussi une motivation financière. Donc, je pense que tu peux confirmer que une infirmière puéricultrice va gagner un salaire conséquent, plus important. Elle va avoir beaucoup plus de perspectives aussi. Donc, ça peut être une motivation pour s'investir dans ces années d'études. Tout à fait. Les salaires au démarrage maintenant sont quand même autour presque de 2 000 € en milieu hospitalier en tout cas. Forcément, c'est une motivation. Et je dirais que c'est une motivation non négligeable et qu'il faut prendre en considération. C'est tout à fait entendable et peut-être qu'après avoir passé plusieurs années dans une profession, on a envie de changer, on a envie de voir autre chose. Et voilà, il faut que les femmes, puisque de nouveau je le dis, il y a plus de femmes que d'hommes évidemment, les femmes considèrent que la rémunération, le fait d'être rémunérée, c'est aussi un biais de reconnaissance qui est très important. Oui, alors on sait que dans les métiers du care, on a quand même des gros antécédents. On s'imagine dans l'inconscient collectif que les métiers du care, c'est un peu gratuit. Et tu vois que même là, nous deux, alors qu'on est aguerris, on a tendance à un peu se justifier, alors que évidemment, c'est plus une question qui se pose aujourd'hui. Mais en tout cas, pour finir là-dessus, donc on commence pratiquement à 2 000 € net. Et moi, j'ai vu des infirmières qui montaient au-delà de 4 000 € net même. Donc, évidemment, c'est pas tout le monde, mais voilà, il y a vraiment des belles évolutions possibles. Merci beaucoup pour ce portrait de l'infirmière puéricultrice qui est très actuel. Moi, j'adore ce diplôme. J'ai toujours eu des très bons rapports avec les infirmières puères. Moi, j'en ai connu beaucoup dans les PMI, bien sûr. J'ai géré des crèches pendant 15 ans, donc tu imagines que j'ai été confrontée à beaucoup de contrôles, de demandes d'agrément, etc. Et je te propose tout de suite de passer à l'épisode 2, dans lequel tu vas nous parler d'un autre diplôme que tu connais très très bien. Allez, c'est parti. On a décortiqué dans notre premier épisode la fonction, le diplôme d'infirmière puéricultrice. Mais il y a un autre diplôme que tu connais très très bien, comme ta poche, parce que tu es chargée de formation pour le diplôme d'auxiliaire de puériculture. On dit AP, nous, dans les crèches. Moi aussi, je dis AP. Alors, comment on devient auxiliaire de puériculture ? Aujourd'hui, on devient auxiliaire de puériculture en déposant déjà un dossier. Il faut aller dans les écoles, demander un dossier avec tout l'état civil et on va aussi demander des lettres de motivation et une lettre où on va mettre en avant une situation professionnelle vécue. Et suite à ça, il va y avoir des oraux. Donc ça, c'est une première manière de faire. Donc pour les oraux, on va venir regarder si on sait de quoi on parle. Là, il y a un nouveau référentiel. Donc est-ce que la personne connaît les 5 blocs de compétences, un peu à l'intérieur ce qui se joue, si elle a pensé son projet, si elle est motivée, enfin voilà. Puis si elle a une vision globale quand même du métier, c'est important. Et puis il y a une deuxième voie possible, c'est la voie de l'apprentissage aujourd'hui. C'est-à-dire que on va aller rechercher un employeur et on va faire sa formation en alternance, en étant financé par l'employeur, donc en ayant des périodes chez l'employeur, des périodes de stage et des périodes en cours, puisque l'année d'auxiliaire de puériculture, c'est un peu comme l'année d'école d'infirmière, c'est une alternance de stage et de cours. Et donc la différence, c'est que généralement, en apprentissage, ça peut être un peu plus long. Alors c'est assez complexe parce qu'en fait, il y a plein de parcours différents, et notamment les bacs ASSP et SAPAT,
vont avoir des dispenses de modules. Donc en fait, là, en école d'infirmière, par exemple, dans l'école dans laquelle je travaille, il y a plein de profils différents. Il y a les profils complets, des gens qui auraient eu d'autres carrières avant ou qui sortent d'un bac général ou qui n'ont pas de diplôme. Et puis, il y a ceux qui ont des bacs spécifiques ou qui ont fait l'école d'aide-soignant avant. Et donc là, il va y avoir des dispenses de modules. Donc en gros, il y a plusieurs voies pour accéder à l'année d'auxiliaire de puériculture aujourd'hui. D'accord, on parle souvent de concours. Ouais, c'est un concours puisqu'il y a un oral avec des notes et qu'on ne prend pas tout le monde. Par exemple, sur la voie principale, donc sans parler de l'apprentissage, nous, on a environ 400 demandes chaque année et il y a 35 places. Tu as dit que tu étais en IFSI, donc c'est la même école en fait qui forme à la fois les infirmières et les auxiliaires de puériculture. Il n'y a pas d'autres établissements? Et ben en fait, à Dijon, il y a que cette école-là. Et il y a aussi les aides-soignants qui sont formés avec les infirmiers et avec les auxiliaires de puériculture. Il y a certains cours qui vont être en commun, où on va faire des blocs de compétences communes avec une interaction sur ces professions-là, notamment en première année d'école d'infirmière. Ça peut être assez riche parce qu'il va y avoir un échange et elles vont se présenter et donc présenter leur parcours de formation. Et ça peut aider aussi à ce que les auxiliaires sachent ce que font les infirmières et ce que les infirmières font les auxiliaires, vu qu'elles vont être amenées à travailler après ensemble. Oui, ça crée beaucoup de synergie entre les deux métiers, j'ai l'impression. Ouais, ça peut créer des interactions assez intéressantes. Tu as dit qu'il y avait très peu de places finalement, 36 places pour 400 demandes. 35, ouais. 35 places. Est-ce que c'est pareil dans tous les IFSI ou c'est spécifique à ta région? Alors nous, il n'y a pas d'autres d'IFAP à 100 km à la ronde. Donc du coup, ça draine une population assez dense. IFAP, c'est quoi? IFAP, c'est Institut de formation pour les auxiliaires de puériculture. Je fais attention pour les auditeurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres régions. Alors, c'est quand même une filière qui a été, alors ça va peut-être être différent cette année, on va le voir, mais ces dernières années qui est plus demandée que les autres. Parce qu'il y a cette vision un peu idéalisée de ce métier-là par rapport au métier d'aide-soignant. Il y a moins de demandes pour le métier d'aide-soignant. Mais dans d'autres régions, je pense qu'il y a un gap un peu moins important entre le nombre de demandes et le nombre de places. Je pense que là, le ratio est quand même assez important à Dijon. Pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle, les crèches et même les hôpitaux, même si ça me concerne un peu moins, parce qu'on est vraiment dans une période très pénurique. On entend beaucoup parler de la pénurie de professionnels. Donc, toi, ce que tu confirmes, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent devenir auxiliaires. Puis là, ces 2 dernières années, on est passé à Dijon de 35 élèves à presque 80 élèves parce qu'il y a eu une 50aine d'élèves en voie d'apprentissage qui sont entrés. Donc, ça fait des grosses promotions. Ça doit demander de la réorganisation et plus de formateurs, forcément. Donc, il y a eu un peu un temps de battement. Mais du coup, il y a plus de professionnels formés qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc toi, tu constates quand même une augmentation des places. Ah bah clairement. Oui, là, à Dijon, il y a eu une augmentation des places nette grâce à l'apprentissage. Alors, est-ce que tu peux nous donner les qualités principales d'une bonne auxiliaire de puériculture? Alors, les qualités principales d'une auxiliaire de puériculture, je dirais la première, quand elles arrivent, au démarrage, en tant qu'élève, c'est d'être ouverte à la remise en question et au fait d'apprendre. Ça, c'est hyper important parce que des fois, elles arrivent avec déjà un diplôme de CAP petite enfance et j'ai pu entendre moi, je viens pour obtenir un diplôme. Mais non. En fait, quand on vient en école d'auxiliaire de puériculture, on a plein de choses à apprendre, plein de compétences à acquérir. Sinon, le diplôme, il n'existerait pas. Une autre qualité hyper importante, c'est de savoir s'organiser, de savoir anticiper. Et ça va être quelque chose de valable et pendant l'année de formation et après en tant que diplômé, puisque pour tout soin, qu'il soit physique ou psychique, il faut anticiper les choses. Il faut aller regarder le dossier de soins, il faut prévenir l'enfant. Donc ça, l'anticipation et l'organisation, c'est une qualité qui est quand même extrêmement importante. Une autre qualité que je dirais importante, c'est quand même cette notion de... Alors, bienveillance, c'est un mot qu'on emploie tellement, mais d'être dans l'écoute active, d'être dans la congruence, d'avoir ce désir de prendre soin. Prendre soin, je dis souvent à mes élèves, c'est quand même la base du métier d'auxiliaire de puériculture et de tous les métiers de soins, du care, comme on disait tout à l'heure. Et donc, prendre soin de l'autre, c'est avant tout quand même, quand on dit prendre soin, c'est lui faire du bien. Et je dirais que quand même, derrière tout ce qu'on peut leur apprendre, parce qu'elles ont besoin de connaissances théoriques solides pour pouvoir mettre en place après ces qualités-là. Il y a cette notion d'avoir envie d'apporter de bonnes choses, en tout cas des choses positives et constructives aux parents et aux enfants qu'elles vont prendre en soin. Voilà, les qualités pour moi principales, c'est ça. Après, il y en a plein d'autres. On pourrait rentrer dans des choses comme la connaissance et la maîtrise de ses émotions, qui sont indispensables à cette profession. Je pense à la crèche notamment. Leurs émotions peuvent être mises à rude épreuve. Savoir passer le relais quand il faut, travailler en équipe, ça c'est des qualités aussi importantes.
C'est déjà pas mal. Je note en particulier un peu mon cheval de bataille, c'est les process et l'organisation. Et je suis complètement d'accord avec toi, ça ne s'improvise pas. Et puis en plus, ça permet d'être plus en relation avec l'enfant. Par exemple, si je vais faire un change, que j'ai préparé mon matériel, que j'ai préparé un jouet, que je préviens l'enfant, que j'ai lu mon dossier de soins, je vais être moins en difficulté. Tout est prêt, tout est bon. Si j'y vais à l'arrache, que j'ai pas prévenu l'enfant, que j'ai pas prévu de jouer, je vais être en difficulté. Je vais pas bien prendre en soin. C'est ça. Alors là, vraiment, je te rejoins complètement parce que parfois, on oppose l'organisation et justement la bienveillance. Mais en réalité, l'organisation, elle n'est pas là pour fermer, pour museler, mais elle est là pour enlever de la charge mentale, pour permettre d'être disponible pour les enfants. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. On prépare son travail, on anticipe. Et comme ça, au moment du soin, au moment de l'activité, au moment de ce qu'on va faire avec l'enfant, on est réellement prêt, disponible pour être dans une relation, dans un lien à l'autre. Tout à fait. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de la formation des AP en ce moment? Est-ce que tu as noté des évolutions majeures? Est-ce qu'en 2023, on a des AP 3.0? Écoute, moi je pense que oui, quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, elles sont formées à la communication gestuelle, elles sont formées à la communication bienveillante avec beaucoup d'apports. Elles ont des différentes choses. Elles ont des cours théoriques, elles ont des jeux de simulation, des jeux de rôle, des vidéos, des tutos. Elles écoutent des podcasts. Elles ont notamment des scénettes où elles vont mettre en place des douces violences elles-mêmes pour voir ce que ça fait. Sur tout ce qui est développement psychomoteur et affectif, elles se mettent au sol et elles expérimentent les différentes étapes du développement psychomoteur. On essaie de les mettre un maximum à la place de l'enfant et à la place des parents dans plein de choses. Par exemple, avec l'écoute active, il y a une sorte de logiciel canadien où elles vont répondre à des parents virtuellement et se rendre compte que l'écoute active, ce n'est pas quelque chose de naturel ou d'acquis pour tout le monde et que ça se travaille. Parce qu'on a tendance à vouloir répondre à l'autre et lui donner des solutions. Mais souvent, les gens, ce qu'ils attendent, c'est d'être écoutés et ils ont les solutions eux-mêmes en eux. Donc, tout ce qui est lié à la communication, elles ont un gros module là-dessus. Tout ce qui est lié au développement psychomoteur et affectif de l'enfant aussi, elles ont beaucoup d'apports. Tout ce qui est lié à l'hygiène, ouais, quand même. Bon, les protocoles sont actualisés. Donc là, on est beaucoup dans tout ce qui est éco-puriculture. Donc, on essaie de les sensibiliser à l'intérêt de se protéger elles-mêmes, mais d'utiliser un max de produits qui sont pas forcément toxiques ou néfastes pour les enfants. Elles ont aussi des apports sur tout ce qui est massage, portage. Elles ont des cours où elles vont pouvoir voir comment nouer une écharpe de portage. Elles ont de la zoothérapie, de la musicothérapie. Enfin, tu vois, plein de choses un peu novatrices. Après, sur tout ce qui est lié aux pathologies et aux soins de l'enfant et puis aussi au travail en équipe, on fait des jeux assez interactifs. Elles ont fait aussi un escape game. Et puis, on essaie de leur transmettre des valeurs nobles, enfin, on estime nobles, à savoir... voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'apporter du plus, du bien, quelque chose d'assez bénéfique pour l'enfant et sa famille. Et c'est ce qui doit guider votre pratique. Pour finir, je sais qu'il y a un thème que tu travailles beaucoup dans tes formations, c'est la communication parent-pro, parce que la grosse question, c'est comment transmettre aux parents sans les juger, comment leur apprendre, leur apporter du soutien à la parentalité sans être dans un jugement. Et ça, on a toujours, nous, dans les crèches, ce problème, ce risque de dérive. Dès qu'elles ont fait leur premier stage, je les fais interagir avec des situations vécues et je leur demande qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ces phrases-là alors que l'enfant était à côté ou alors que la mère demandait ceci ou demandait cela. Et souvent, vu qu'elles sont toutes fraîches, toutes neuves en fait, elles sont encore pleines d'idéaux, je les fais réfléchir et je leur dis bien sûr que en fait le quotidien que vous allez vivre peut... sans parler de vous abîmer, mais vous faire rentrer dans un truc où on se pose moins de questions, on a la tête dans le guidon. Mais j'essaie en fait qu'elles aient de l'empathie pour les parents. C'est ça en fait. C'est toujours se mettre à la place d'eux, essayer de comprendre que c'est pas simple. Je prends l'exemple d'une mère qui reprendrait le travail avec un petit bébé de 2 mois. Et vu qu'elles ont appris que la mère potentiellement elle est pas prête avant 4-5 mois psychiquement parlant, je leur dis rappelez-vous de ça. Donc du coup quand cette mère pour qui c'est pas un vrai choix parce que c'en est souvent pas un, laisse son petit bébé et que vous faites l'adaptation et que vous êtes debout dans une pièce, ça peut pas le faire. Il y a ces notions, on essaie de se mettre à la place d'eux pour mieux comprendre. Donc après, je pars beaucoup d'exemples que moi j'ai vécu, qu'elles ont vécu, et souvent ça parle. Et même celles qui parlent pas, elles se rendent bien compte que quand on est détaché de la situation, quand on la regarde, ça peut être choquant. Alors que parfois, quand on est dedans,
C'est-à-dire quand on est dans la situation, qu'on travaille en crèche, qu'on est peut-être fatigué, qu'on a une journée avec plein d'émotions qu'on a dû maîtriser, on n'arrive pas forcément à être non jugeant ou à accueillir le propos des parents. Il y a aussi quelque chose qui est important, je pense, dans la transmission et qui crée une relation de confiance. Déjà, c'est au démarrage de l'adaptation. Je pense que c'est vraiment un moment hyper important. La notion d'avoir, on y reviendra peut-être, mais quelqu'un de référent, quelqu'un à qui on peut s'adresser plus particulièrement. Et puis, je dirais que les transmissions, ça doit être individualisé. Et ça va plaire aux parents. Ça va permettre de créer une relation de confiance et pas simplement dire, bah voilà, elle mangeait sa purée et son dessert. Non, c'est d'aller trouver le petit élément, le petit truc qui va faire que, bah, il a fait une activité, il a particulièrement aimé ça, ou le petit mot qu'il a dit de la journée et qui va faire vivre, partager un moment de cette journée-là avec le parent. J'essaie plutôt de leur donner des outils, en fait, pour ne pas tomber là-dedans et toujours garder en tête que ce sont des êtres humains. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants. C'est eux les experts de leurs enfants. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut pas faire preuve de trop de jugement parce que elles n'ont pas tous les éléments pour juger certaines fois. C'est un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et j'ai fait 3 épisodes, d'ailleurs, dans la saison 1 du podcast. C'est les épisodes 9, 10 et 11 sur les transmissions. Comme tu dis, c'est vraiment des outils concrets parce que c'est vrai que c'est un très, très gros sujet dans les crèches et ça peut vraiment avoir un énorme impact sur la relation de la crèche dans son ensemble, pas que de la professionnelle qui a fait la transmission, avec le parent et l'enfant, du coup, par conséquence. Par ricochet, ouais. Parce que c'est aussi ça, la bienveillance, c'est de rester neutre et voilà, de pas se dire, ah bah, dis donc, la maman me dépose son gamin alors qu'aujourd'hui, elle est en vacances, c'est dégueulasse. Ouais, et puis ça renvoie à la culpabilité maternelle et la responsabilité des femmes. Pour bien prendre soin de quelqu'un, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc la réflexion à avoir, ce serait plutôt de dire c'est bien, en fait, elle prend du temps pour elle, cette maman. Écoute, en tout cas, c'est très intéressant. Ce que je retiens de cet épisode sur les AP, c'est d'abord la super nouvelle que tu nous dis qu'il y a de plus en plus de place dans les IFSI, donc ça, c'est top. Ensuite, tu nous as dit que les AP doivent avoir une force dans l'organisation, dans les process et dans le sens du service. Enfin, le soin, c'est un service à l'enfant. Tu nous as aussi dit que dans la formation, il y avait maintenant beaucoup plus de neurosciences, de notions de développement de l'enfant, mais pas que. Il y a de l'hygiène et aussi de la communication et un côté très pratique, puisqu'on a à la fois beaucoup d'apprentissage, de stages et des mises en situation pendant les cours. Donc, que des points très, très positifs. Et je retiens aussi le petit plus, c'est que ce que tu nous as dit, c'est quand on a fait la formation, quand on a le diplôme d'AP, on a validé d'office la première année pour devenir infirmière. Donc ça, c'est top. Maintenant qu'on connaît très bien ta spécialité, on va voir comment ça se passe concrètement sur le terrain et notamment dans les crèches. Alors, Élodie, on a vu dans l'épisode 1 et 2 les diplômes d'auxiliaire de puériculture et d'infirmière puéricultrice. Donc, c'est des diplômes qui sont connus pour être sanitaires. Est-ce que on peut dire que ce sont des professions de santé ? Oui, on peut dire que c'est des professions de santé, c'est des professions qui sont considérées comme paramédicales, c'est-à-dire qui sont autour de tout ce qui est autour de la médecine, avec tout ce que ça englobe. C'est ça. Et du coup, moi, ce que j'aimerais que tu nous dises dans cet épisode, c'est que tu nous parles du soin. Qu'est-ce que c'est que le soin, la prise en soin ? Parfois, il y a cette petite discussion, voire polémique sur le rôle du sanitaire dans les crèches. Alors que le soin, c'est effectivement un acte thérapeutique qui vise à la santé d'une personne, mais c'est aussi un acte de bien-être. Est-ce que tu peux nous parler du soin ? Qu'est-ce que le soin pour toi ? Ouais, alors le soin, le care aussi, on dit take care en anglais. Le soin, ça englobe plein de choses. C'est prendre soin globalement d'une personne de manière holistique, que ce soit physique ou psychique. Et le premier objectif du soin, c'est d'améliorer la qualité de vie d'une personne, d'un enfant, d'une personne âgée ou d'un adulte. Quand on parle de la crèche, les soins, ça va du change, puisqu'évidemment, par exemple, changer un enfant, ça va permettre de garder l'intégrité de sa peau, qu'il n'ait pas d'érythème fessier, qu'il soit confortable, c'est-à-dire qu'il soit à l'aise dans son corps. Mais le soin, ça peut être aussi, par exemple, donner à manger à une personne. Donner à manger à une personne, ça va lui permettre de satisfaire un besoin vital qui est le besoin de se nourrir, mais par le fait de se nourrir, il va y avoir plein de choses qui vont jouer, parce que quand on donne à manger à quelqu'un, on communique avec lui. Et ça, c'est valable pour le tout petit comme pour le plus grand, qui serait pas en mesure de s'alimenter.
C'est-à-dire que si on donne un biberon à un enfant sans le regarder, sans avoir peut-être des gestes doux, un enveloppement, alors je pense principalement au bébé, là dans ce que je dis, mais aux plus grands aussi, du coup le soin il est pas de qualité. Et donc quand on prend un soin, ce qui est important c'est d'essayer de prodiguer des soins de qualité. Et donc quand on est dans des soins psychiques, la communication va être extrêmement importante. Quand on est dans des soins physiques, il va y avoir tout ce qui est communication également, le fait d'anticiper, de préparer la personne aux soins, mais il va y avoir aussi tout ce qui est lié à l'hygiène du soin, au respect du soin, à l'efficacité du soin, à l'économie du soin et tout ce qui est lié aux transmissions. Puisque quand on fait un soin, il faut aussi bien le transmettre de manière écrite et orale, sinon ça ne va pas permettre une continuité des soins. Ça, c'est vraiment un point clé. Ok, donc là, tu nous as vraiment parlé des différents types de soins. Donc, il y a en effet le change, les repas et le troisième soin de façon récurrente en crèche, c'est l'accompagnement à l'endormissement. Exactement. Et à côté de ça, on a quelques soins plus ou moins médicaux, des petits bobos, etc. On espère qu'on n'en vient pas à des très gros soins médicaux. Mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir aussi des petites désinfections, des nettoyages de nez pour des rhumes, etc. Et quelques administrations de médicaments. Donc, tu nous as parlé du soin de qualité. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, un soin de qualité, c'est un soin qui permet d'être dans la relation, d'avoir un vrai contact avec l'enfant dont on est en train de s'occuper. Tout à fait, tout à fait. Faut pas oublier que l'être humain et le bébé, c'est un être de leur relation. Le tout petit bébé qui naît, ce qu'il cherche en premier, c'est le regard humain. Et donc ça, c'est ce qui va guider le développement psychomoteur et affectif des tout petits. On sait, dans les cas d'hospitalisme, qu'il y avait des bébés qui étaient nourris, changés, qui mouraient quand on ne les regardait pas et qu'on ne leur apportait pas de nourriture psychique. Donc autant dire que le tout petit, donc en crèche, de la naissance aux 3 ans, sa sécurité affective, elle est tout aussi importante que sa sécurité physique. Et ça, c'est quelque chose que les soignants, en tout cas les professionnels de la petite enfance, doivent avoir en tête. On prend en soin avec une importance aussi grande la sécurité affective des tout-petits que leur sécurité physique. Et c'est ça qui joue aujourd'hui en crèche, d'ailleurs. C'est ça la polémique. C'est au-delà de la sécurité physique qui a été remise en cause dans certains cas extrêmes, mais c'est surtout la sécurité affective. Donc oui, pour moi, des soins de qualité, évidemment, la communication et la relation, c'est déterminant. Et c'est ce qui va faire, le tout petit, s'il n'est pas regardé, il se construit pas de manière solide. Il faut le regarder, il faut lui parler, c'est indispensable. Et pour le développement de son langage, et pour le développement où il va aller expérimenter, puisque s'il est en confiance, s'il est dans une relation de qualité, il va aller expérimenter par son corps plein de choses. Mais les deux choses sont intimement liées, ouais. C'est les travaux de René Spitz, je crois, qui a développé ces notions. Exactement. Puis ça a été aussi beaucoup travaillé par John Bowlby. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques points sur la méthode pour effectuer un soin de qualité et surtout comment former les pros aux soins de qualité? Si un manager de crèche nous écoute, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour que ces jeunes professionnels puissent améliorer la qualité des soins dans les crèches? Moi, je pense que ça passe par des analyses de pratique. Normalement, les professionnels sont qualifiés, ils ont déjà expérimenté, ils ont déjà fait des stages, ils ont déjà des connaissances, mais je pense qu'il y a une sorte d'harmonisation des pratiques, une sorte de discours commun qu'il faut quand même avoir pour que ça guide les pros. Donc, les analyses de pratique, ça peut être pas mal pour échanger sur comment on fait, qu'est-ce que c'est un soin de qualité, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Et il va y avoir des confrontations de points de vue qui vont faire qu'on va se rendre compte que l'une et l'autre ne font pas pareil. Et ça peut permettre de donner du poids, parce que peut-être que l'une va être très compétente dans l'anticipation et l'organisation du soin. Elle va être au taquet, elle sait comment bien s'organiser. Pour autant, pour entrer en relation, ça lui est peut-être plus difficile. Et donc, en confrontant les professionnels les uns aux autres et en échangeant, ça permet de donner des tips, des solutions, des astuces, des conseils qui font qu'elles vont venir se nourrir les unes des autres. Donc, je pense des sortes de cercles, tu vois, d'échanges de pratiques, ça peut aider. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est protocolaire. Après, on peut mettre par écrit tout ce qu'on a décidé ensemble en commun. Mais le fait de mettre en commun, de décider ensemble, de se dire, ouais, nous, on a envie que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est souvent impulsé quand même par les dirigeants de la crèche, évidemment. Mais je pense que de rendre actif, d'intégrer chaque professionnel de la crèche, ça les responsabilise. Ça leur donne un pouvoir d'action. Et donc après, je pense que ça va les aider à avoir envie de mettre en place ça. Alors, tu nous as parlé de l'analyse des pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je crois qu'il y a une nouvelle fonction qui est arrivée dans nos crèches récemment et qui s'appelle le RSAI.
Ouais, donc c'est le référent santé accueil inclusif. Donc il y a beaucoup d'infirmières puéricultrices qui ont pris ces postes-là dans les crèches. Ça peut être les médecins aussi, et me semble-t-il les sages-femmes. Et donc du coup, dans les micro-crèches, c'est une dizaine d'heures par an. Il y a certaines crèches qui font un petit peu plus dans les grosses structures. Ça permet justement d'aller réfléchir à tout ce qui est protocole de santé, mais aussi protocole de soins. Et donc par rapport à ce qu'on disait précédemment, cette nouvelle profession va permettre de remettre à jour des pratiques de soins, de réfléchir avec les équipes parfois et de voir ce qui peut dysfonctionner. Et puis, ça va aussi permettre dans des PAI, donc des protocoles d'accueil individualisés, on va avoir des enfants qui vont avoir des soucis de santé spécifiques, de venir réfléchir à comment est-ce qu'on s'organise de la meilleure des manières avec ces enfants-là. Mais plus largement, je dirais qu'il y a vraiment ce souci où quand ça dysfonctionne, quand il y a une problématique, que ce soit en termes d'organisation, de soins ou des problématiques émotionnelles rencontrées avec les enfants ou les parents, cette profession va essayer de venir décoder, d'observer, d'analyser et de proposer des pistes de solutions aux professionnels. Par rapport à l'analyse des pratiques, c'est vrai qu'on n'a pas des millions d'heures d'analyse des pratiques dans les crèches en ce moment. C'est quelque chose qui est discuté parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu un rapport un peu choc et quelques reportages qui sont sortis très récemment et qui font bouger les lignes. Et on parle d'augmenter le nombre d'heures d'analyse des pratiques dans les crèches. Mais pour l'instant, c'est quand même pas des très très gros montants d'heures, notamment dans les micro-crèches. Moi, je propose quand même beaucoup à mes infirmières dans mes crèches de montrer les soins parce que parfois, quand on est jeune manager, on dit des choses, mais c'est quand même autre chose quand on fait avec l'autre, qu'on lui montre les gestes. Tout à fait. Le fait de remontrer, d'expérimenter est différent, et le fait de verbaliser, en plus, il y a certaines personnes qui visualisent pas. Donc, en fait, le fait de faire avec, de remontrer, c'est hyper important. Tu nous as donné plein de tips pour faire de l'amélioration de qualité des soins dans nos crèches. D'abord, tu nous as dit que pour faire un bon soin, un soin de qualité, il faut soigner aussi notre transmission parce qu'on est une équipe et on va permettre la continuité des soins. Ensuite, tu nous as parlé de l'analyse des pratiques pour pouvoir échanger avec d'autres professionnels et surtout pour pouvoir harmoniser nos pratiques au sein de notre équipe. Et ensuite, tu nous as dit qu'on pouvait processiser. Et ça, c'est comme on disait dans l'épisode précédent, on va alléger la charge mentale et permettre à nos professionnels de simplifier leur travail et d'être disponibles pour l'enfant. On arrive à notre épisode 4 et on va parler d'un sujet que tu as beaucoup décortiqué, je crois, c'est l'attachement. Et comment ce concept peut se traduire concrètement sur le terrain. Parce que dans les crèches, tu le sais peut-être, on a souvent ce problème, c'est qu'on est tous d'accord sur les principes, mais on ne sait pas toujours comment les traduire sur le terrain. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'attachement et son rôle central dans le soin ? Donc, c'est John Bowlby, quand on a parlé le premier. Le bébé, quand il naît, il a une figure d'attachement principale qui est très majoritairement la mère. Puis après, il a des figures d'attachement un peu satellites autour, avec le père comme deuxième figure d'attachement. Mais si c'est le père qui prend le plus en soin l'enfant, ce sera le père, la première figure d'attachement. La première figure d'attachement, c'est la personne qui prend le plus en soin l'enfant. Et notamment, ça a été prouvé la nuit. La personne qui se lève le plus pour lui la nuit. Donc, quand il y a une entrée en crèche chez un bébé, il va y avoir quand même cette nécessité d'adaptation pour l'enfant, puisqu'il va passer parfois des journées entières avec d'autres personnes. Et donc, je dirais que la première des choses par rapport à l'attachement, c'est d'avoir ça en tête et de vraiment prendre en considération, on en a parlé un tout petit peu précédemment, mais la période d'adaptation comme une période phare, comme une période socle du démarrage de l'entrée en crèche, que ce soit pour l'enfant comme pour la mère ou les parents. Il va s'agir vraiment de prendre conscience que le tout petit bébé, notamment, qui somatise beaucoup, qui n'a pas encore l'usage de la parole, va être le vecteur des émotions de la mère et du père. C'est pour ça qu'on va retrouver des bébés qui pleurent beaucoup, et quand on fait la corrélation, on peut se rendre compte aussi qu'il y a peut-être des anxiétés qui n'ont pas été verbalisées de la part de la mère. Donc c'est du rôle de l'équipe d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir adapter la prise en soin. Une adaptation, ça se fait dans l'idéal sur plusieurs jours, de manière progressive, 15 jours au moins. Enfin voilà, je dis plusieurs jours parce que parfois dans certaines crèches, c'est pas possible de le faire sur 15 jours, mais l'idéal, c'est quand même au moins sur 15 jours. Et puis le premier rendez-vous, je dirais qu'il faut qu'il soit aussi très individualisé, où on va être vraiment à l'accueil, on va accueillir en fait cette mère qui vient avec alors je dis bébé, mais ça peut être des enfants plus grands. Parfois c'est aussi difficile quand l'enfant a 1 an ou 2 ans, parce qu'il y a une relation qui s'est créée très très forte entre l'enfant et la mère. Et donc la personne référente qui va faire cette adaptation, il faut qu'elle soit dans cette posture d'empathie, mais pas que vers l'un ou vers l'autre.
parce que c'est un binôme ou un trinôme d'ailleurs, s'il y a le papa. La considération des émotions, elle est tout aussi importante du côté des parents que du côté de l'enfant. Et parfois, ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on peut être empathique et se dire, OK, c'est nouveau pour l'enfant, il faut qu'il s'habitue et tout ça. Mais on va pas faire preuve d'empathie envers le parent qui laisse son enfant et qui est pas préparé à ça et qui va peut-être pleurer dans sa voiture quand il va partir. Il faut faire alliance en fait, puisque là on passe d'une figure d'attachement à une autre. Donc il y a un grand intérêt à faire alliance entre les différentes personnes auxquelles l'enfant va s'attacher. Ouais, il faut faire alliance parce que ça va être bénéfique pour tout le monde par la suite et parce que c'est indispensable et nécessaire pour que l'enfant vive bien sa période en crèche et les parents également. Et au-delà d'une alliance, je dirais que c'est vraiment une posture, une réflexion à avoir de qu'est-ce que je veux, en fait, quel professionnel j'ai envie d'être par rapport à ces situations de vulnérabilité. Alors toi, je crois que tu as étudié spécifiquement ou tu as fait un mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi avec l'attachement ? J'ai fait 2 DU. J'ai fait un DU en psychopathologie du bébé et de la famille. Donc, je suis venue regarder tout ce qui se jouait dans l'interaction familiale et justement les réactions des enfants en lien parfois avec des émotions liées aux parents. Et j'ai fait un deuxième DU plus autour du psychisme et de la périnatalité, mais où j'ai fait un devoir sur tout ce qui était dépression maternelle et un mémoire sur la PMA, la procréation médicalement assistée, les relations avec les parents et les enfants. Mais dans ces 2 DU, j'ai beaucoup étudié tout ce qui était lié à l'attachement. Ouais, donc je crois que tu es un fervent défenseur de ce concept, que tu l'as beaucoup étudié et tu nous confirmes son importance. Alors, est-ce que tu as des conseils, des petits conseils pratiques pour favoriser l'attachement dans les crèches ? Comment travailler l'attachement dans les crèches ? Tu as évoqué le référent, donc en parlant d'adaptation. Et je trouve que souvent, peut-être par solution de facilité, on a tendance à dire oui, moi j'applique la référence pendant l'adaptation. Mais moi, je réponds à ça que la référence, c'est pas pendant l'adaptation. Et l'enfant, une fois qu'il s'accroche, c'est pas pour 15 jours. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça ? Moi, je partage tout à fait ton point de vue. Je pense que c'est une question pareille de volonté de structure. Alors après, oui, la personne peut être malade, mais dans la mesure du possible, on va essayer quand même, au-delà de l'adaptation, qu'il y ait une personne de référence. Je suis d'accord avec toi, c'est primordial en fait pour l'équilibre de l'enfant parce que oui, il va s'attacher, il va s'accrocher. On peut dire que voilà, c'est pas, il y a pas le même affect entre les parents et ses enfants, bien évidemment, mais il y a quand même des affects qui se créent. Ils passent quand même parfois 40 heures, 50 heures pour les plus gros contrats avec des personnes autres que les parents. Donc, les émotions sont là et on est des êtres d'émotions. Donc, quoi qu'il arrive, l'émotion, elle passe comme un fil conducteur et il faut que l'enfant se sente bien avec la personne qui va prendre soin de lui. Et puis, ce qui est important de dire aujourd'hui aux soignants qui nous écoutent, c'est que mais oui, ne cachez pas vos émotions. Il faut pas les cacher, faut les maîtriser. En tout cas, les maîtriser pour les émotions qui peuvent être problématiques. Je pense à la colère. Mais pour les autres émotions, c'est des émotions qu'on apprivoise, mais elles font partie de nous. Et les taire, les enfouir, ne fera pas de vous un meilleur soignant, bien au contraire. Les meilleures relations que moi j'ai pu avoir quand je suis face à des parents, donc quand je suis soignante, c'est quand je suis vraiment moi-même et que je suis en accord avec qui je suis et que j'entre en interaction avec eux. C'est valable pour les parents comme c'est valable pour les enfants. L'enfant, il perçoit en plus, vu qu'il a beaucoup moins de filtres cognitifs que nous, il perçoit tout, il capte tout. Donc, s'il y a un jour où, je sais pas, le soignant de la petite enfance a eu une journée compliquée et qu'il arrive et qu'il n'est pas optimal, peut-être que ça vaut le coup de le verbaliser à la personne de référence, à dire aujourd'hui je suis un peu moins en forme que les autres jours. Je pense qu'il faut pas avoir honte de ça et justement ça va permettre, l'enfant va comprendre tout ça. Alors que si les choses ne sont pas dites, il va percevoir un malaise, quelque chose qui va pas, et le petit enfant il a toujours tendance à croire que c'est de sa faute. Il a toujours tendance à se sentir coupable. C'est pour ça qu'il faut lui expliquer les choses. Bien sûr, les psychanalystes parlent de la mégalomanie de l'enfant. Et dans ce que tu dis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles des parents et je sais que tu interviens, on va en parler dans le dernier épisode, dans les cercles de parents. Et ça, c'est un projet qui a été initié suite au rapport d'Émile Jour. Et j'en profite pour citer le rapport d'Émile Jour qui justement souligne l'importance de la référence dans les crèches. Donc on n'en a pas beaucoup parlé. Enfin, en tout cas, moi j'en parle beaucoup. Page 113 de ce rapport, c'est une page qui m'a marquée parce que c'est la première recommandation que fait le rapport pour les crèches, appliquer la référence. J'ai appliqué la référence dans mes micro-crèches depuis des années et c'est top, ça a vraiment permis d'améliorer, de faire un bond dans la qualité d'accueil et aussi dans la qualité du travail pour les pros puisque ça leur apporte beaucoup de satisfaction et de liens. Et c'est aussi un des sujets de la première saison du podcast Référence Petite Enfance. Donc si ça intéresse les auditeurs, vous pouvez aller écouter les épisodes 3, 4, 5 et 6 sur la référence.
On arrive à la fin de cet épisode 4. C'était passionnant de t'entendre parler notamment de l'adaptation et rappeler que l'adaptation, ce serait bien qu'elle dure 15 jours. Moi, je l'ai toujours pratiqué pendant 15 jours avec pas mal de rendez-vous, notamment le rendez-vous avec le pédiatre, le rendez-vous avec la psychologue. Et comme tu disais, l'importance aussi du premier rendez-vous de l'adaptation qui est très individualisé. Tu as cité pas mal de choses très importantes. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos professionnels sur l'attachement? Voilà, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire sur l'impact que ça peut avoir pour les convaincre ou un conseil pour le favoriser? Je dirais que à avoir en tête, c'est le socle de notre maison, même à nous adultes, en fait. C'est ça qui nous rend stables dans la vie. Donc, si elles ont envie de rendre stables les petits-enfants qu'elles prennent en soin, il faut qu'elles aient une vigilance particulière à maintenir une relation d'attachement sécure pour ces petits-enfants. Ok, super. C'est une bonne motivation pour accepter les contraintes qu'impose ce concept et cette application du système de référence. Alors, je te propose, Élodie, qu'on termine cette mini-série avec un dernier épisode pour boucler la boucle, parce que là, on a parlé beaucoup des enfants et des professionnels. Je sais que tu as un troisième axe dans ton métier, c'est vraiment l'accompagnement à la parentalité. Élodie, on a parlé des pros, on a parlé du métier et maintenant on va parler des parents parce que ton métier c'est aussi l'accompagnement à la parentalité et toi tu connais bien tous les secrets des parents 3.0, les parents post-Covid. Alors comment les parents vivent-ils la parentalité en 2023? Pour rejoindre ce que tu disais sur le rapport des 1000 premiers jours, moi, c'est la page 2 du rapport qui m'a choquée. C'est qu'il y a un parent sur 2 qui explique se sentir lâché par rapport à la prise en soin du postpartum. En 2023, ce qu'on constate, c'est que les mères en première ligne sont surresponsabilisées parce qu'il y a beaucoup de nouveaux codes à l'application du rôle parental. Il y a l'éducation bienveillante et positive qui a fait son apparition depuis quelques années, mais dans une communication extrêmement rationalisée, à savoir des podcasts, des bouquins, des réseaux sociaux, beaucoup d'apports. En plus, il faut pouvoir savoir faire le tri. Mais c'est pas une éducation qui est partagée, qui est expérimentée, qui est vécue avec le voisinage, avec les mères qui ont été mères. Donc du coup, les couples et plus les mères, puisqu'elles sont plus informées sur ce type d'éducation que les pères, sont seules, anxieuses et elles sont à la recherche d'infos en permanence. Et donc, il y a un vrai gap d'équilibre de balance entre les injonctions et les ressources. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'injonctions et peu de ressources. Donc, c'est ça qu'on observe en 2023. Donc, des parents qui veulent comprendre, qui veulent anticiper, qui veulent faire au mieux avec leur enfant, donc qui vont rechercher de l'info, mais d'un autre côté, qui sont face à forcément une différence entre un modèle prescrit et un modèle vécu, puisque la parentalité, c'est un processus maturatif où on est très vulnérable, où on tâtonne, où on expérimente, où on se trompe. Et donc, quand on a un modèle un peu trop prescrit, ça peut renvoyer à beaucoup de culpabilité. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a toute la révolution anthropologique hyper rapide du droit des femmes, de la place des enfants dans la société qui a changé, qui est corrélée à ces nouveaux modèles éducatifs. Et puis, le fait qu'on est plus seul, on est plus isolé géographiquement. Les mères deviennent mères plus seules qu'auparavant. Il n'y a plus ce village de femmes qu'il y avait il y a 2 générations. Mais voilà. Parce que nos mères, dans les années, 70, 80, elles étaient déjà toutes seules. Mais la place de l'enfant n'était pas la même. Il y avait eu Dolto, d'accord, mais la place de l'enfant n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. La place des émotions et de l'affection qu'on peut apporter à l'enfant n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on explique aux parents, et c'est Bernard Gols, un pédopsychiatre très connu, qui explique, on dote les parents de mandats impossibles. C'est-à-dire qu'on leur dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On les surresponsabilise et on leur donne pas les moyens de le faire. Et puis, il faut pas non plus, même si l'enfant, c'est un être vulnérable et dépendant avec qui il faut faire preuve de bienveillance, il faut pas non plus l'idéaliser. Il est imparfait comme le parent. Et donc, forcément, ça crée des relations imparfaites. Ouais, le parent 2023, c'est un parent qui veut être un peu parfait, faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et la place de l'enfant est devenue vraiment une place centrale. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup en ce moment de la culpabilité que peuvent ressentir les parents avec beaucoup d'injonctions. Comment tu travailles avec les parents? Donc, tu as les cercles de parents. Alors, c'est une action 1000 premiers jours qui dure 2 heures en tout petit groupe c'est des groupes de père aidants avec une infirmière puéricultrice. Et l'idée, en fait, c'est de leur donner des ressources. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'injonctions, peu de ressources. Donc, l'idée, c'est d'aller mailler davantage l'offre de soins et de leur offrir des temps bienveillants et non jugeants. C'est la première des choses, puisque ce qui est dangereux aussi dans le métier de soignant, c'est de donner de nouveau des il faut que et de déverser son savoir. C'est pas du tout l'idée des cercles de parents. L'idée des cercles de parents, c'est de dire ce sont les parents qui sont experts de leur enfant. Moi, je guide et j'accompagne.
je donne des outils qu'ils puissent mettre dans leur sac à dos et c'est eux qui vont individualiser et choisir les outils qui vont leur convenir le mieux. Il n'y a pas de thème préétabli, c'est dans le champ de compétences de l'infirmière puéricultrice et ça peut aller de conseils sur le sevrage à la gestion des émotions, de rituels pour le couchage ou verbaliser les récits de son accouchement. C'est très très large. On va partir des besoins des parents. Très bien. Et comment ils peuvent accéder à ce service ? Alors, il y a une page Instagram, les cercles de parents, donc ils peuvent accéder par là. Et puis après, en fonction de chaque région, puisque c'est déployé sur 12 départements, il y a un site Google que peut-être tu mettras en lien où il y a la cartographie avec les numéros de téléphone par département des cercles de parents. C'est super et j'espère que ça va se développer sur plein d'autres départements. J'espère et on passe au maternel le 9 juin. Ah bah alors on va regarder ça c'est vraiment top. C'est le rendez-vous des parents, l'émission Les Maternelles, on adore. D'après toi, aujourd'hui, de quoi ont besoin les parents ? Je crois que tu travailles spécifiquement sur la communication. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je pense que les parents ont besoin de plein de choses. Je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés et sensibilisés. Je pense à la dépression du postpartum, qui est quelque chose qui touche près de 20% des femmes et 10% des hommes. Donc, il y a tout l'aspect sensibiliser, informer pour qu'ils soient mieux préparés et qu'ils puissent faire face. Donc, il s'agit d'orienter, dans les cercles de parents, on va donner plein de livres, plein de flyers vers des espaces sécuritaires, bienveillants et vers l'offre de soins déjà existante quand c'est nécessaire. Après, en termes de communication, moi, ce que je vais travailler, c'est pourquoi est-ce que c'est important de verbaliser ses propres émotions ? Pourquoi c'est important d'aller verbaliser les émotions de l'enfant ? Parce qu'en fait, quand tu verbalises tes émotions à toi en tant que parent, tu indiques à l'enfant déjà le curseur, tu lui indiques ce qui se passe, ce qu'il vit, et puis de verbaliser les siennes, lui, ça va l'aider à reconnaître ses émotions et après à mieux les maîtriser. Et donc, c'est comme une sorte de miroir. Et en plus, le fait de verbaliser les choses, des fois, on a l'impression, ouais, mais on sait, ou ouais, mais on a déjà dit, mais non. En fait, la parole, ça a une vraie vertu libératrice. Quand on dit les mots, quand on dit les choses, on prend conscience. Parce qu'en fait, il y a et sa propre enfance qui vient se rejouer, des choses qu'on va venir répéter de manière inconsciente. Et il y a ça, mais il y a aussi, il n'y a pas que moi, que mon enfance. Il y a dans quel monde je vis, qu'est-ce qui m'entoure, quelle pression je peux avoir de modèles éducatifs autres, tu vois. Donc, je fais pas que comme je veux. En fait, je fais en fonction de plein de choses. C'est multifactoriel. C'est quoi la place du parent aujourd'hui ? Dans les crèches, dans le parcours de santé, dans les hôpitaux, dans la vie civile, c'est quoi la place du parent ? Comment tu vois le parent par rapport à la crèche, par exemple ? Moi, je pense que le parent, c'est un partenaire de soins. C'est un acteur à part entière. Parce qu'il peut apporter des choses que les professionnels de santé ne peuvent pas apporter. Il a un regard qui est autre. Et d'ailleurs, on voit des fois des sessions qui sont organisées en crèche avec des cafés parents où on va venir échanger avec eux. Il y a les conseils des parents aussi où ils vont apporter des solutions. Ils vont être force de proposition pour apporter des choses. Donc, je pense que le professionnel de santé, aujourd'hui, il doit voir le parent dans une horizontalité. Par exemple, en milieu de soins, le parent, il est là. Le parent, il peut aider à ce que le soin se passe mieux. Il peut aider à rassurer l'enfant. Et si on est à l'aise dans son soin, on ne fait pas sortir le parent. On l'intègre. Si le parent refuse et n'est pas à l'aise, ok, il a le droit de sortir, il n'y a aucun souci. Mais si le parent a envie de rester, il faut lui permettre ça. Parce qu'après, ça peut être hyper traumatique pour les deux, qui n'ait pas pu être présent pour le soin. Et en plus, ça va favoriser le soin. C'est-à-dire qu'un soignant qui est bien dans ses baskets, qui est un bon soignant, il va voir ça comme une aide. J'adore ton idée, ta notion de partenaire de soins et ça rejoint aussi ce que tu disais sur les transmissions parce que moi j'ai vu aussi dans les crèches parfois des gros problèmes qu'on se traînait avec des enfants parce qu'on n'a pas écouté le parent. Je pense à un petit garçon qui avait faim à 17h et tous les jours il pleurait et en fait on a dit à l'équipe mais le papa vous a dit en fait qu'il mangeait à 17h tous les soirs. Juste on l'a pas écouté ce papa qui avait bien signalé qu'il fallait faire le biberon pour 17h et du coup on peut anticiper quand on écoute bien les parents. Est-ce que tu as un mot à dire sur les derniers problèmes qu'on a sortis sur les crèches ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les parents peuvent encore faire confiance à l'équipe de la crèche et comment faire confiance à l'équipe quand on dépose son enfant dans une crèche ? J'entends les inquiétudes des parents en fond. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, c'est pas représentatif de toutes les crèches et qu'il y a des super professionnels de la petite enfance et il y a des gens qui ont vraiment les valeurs dont on parle depuis le début des épisodes à cœur. Je pense que le parent, pour qu'il ait confiance, il faut qu'il puisse dire ses craintes. Donc, ce que je conseille aux parents, c'est quand ils ont des inquiétudes, quand ils ont des craintes, quand ils ressentent des choses qui vont pas, il faut qu'ils puissent les verbaliser. Et le rôle du professionnel de santé de la petite enfance, c'est de les accueillir. Et si le parent n'a pas cet accueil, je conseille aux parents d'aller voir le manager de la crèche.
Il faut pas laisser passer des choses non dites. Il paye, c'est un service, je suis désolée de le dire, mais ça reste un service et il a le droit d'avoir une satisfaction, entre guillemets, surtout que il laisse la prunelle de ses yeux là-bas. Et donc, vu en plus ce climat un peu anxiogène, le parent doit verbaliser les inquiétudes qu'il peut avoir. Il faut pas que le professionnel de la petite enfance voit ça comme quelque chose d'un peu pénible. Non. On se rejoint complètement par rapport à mon expérience en crèche. Il faut vraiment que les parents puissent parler de leurs craintes et de leurs inquiétudes, qu'elles soient fondées ou pas. Le professionnel doit pouvoir y répondre et justifier et expliquer, donner des faits. Et ça, si le professionnel n'est pas à même de répondre, alors évidemment, comme tu dis, d'abord, il faut passer au niveau dessus. Mais si à la fin, si on n'arrive pas à avoir une réponse de la part du manager, du patron, enfin de quelqu'un dans la crèche, c'est là que le bas blesse, quoi. Le parent doit être écouté et trouver une réponse. Pour finir ce dernier épisode, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver si on veut te faire un retour, si nos auditeurs ont envie de te faire un retour sur ce qu'ils ont entendu, s'ils ont envie de travailler avec toi? Est-ce que tu interviens sur toute la France? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, peut-être sur LinkedIn? On peut me retrouver sur LinkedIn, Elodie Emo, E-M-O, ou sur Facebook. Et la page Instagram, c'est moi qui la gère, les cercles de parents. Pour le moment, j'interviens pas partout en France, j'interviens surtout en Bourgogne-Franche-Comté. Mais qui sait, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup d'être conférencière un jour. Génial. N'hésitez pas à contacter Elodie. On va mettre tous les liens dans les ressources de l'épisode et de toute la série. Un grand merci, Elodie, d'avoir été avec nous. C'était vraiment cool pour cette première mini-série, mes premières interviews. Donc, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Amal, de m'avoir laissé la parole. C'était un grand plaisir pour moi aussi. Salut. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a donné plein de nouvelles idées. Si tu l'as aimé, donne-nous une note 5 étoiles, ça nous fait hyper plaisir. Tu peux nous écrire sur LinkedIn, on répond à tout le monde. Si on fait ce podcast, c'est vraiment pour t'aider à faire de la qualité d'accueil tous les jours auprès des enfants que tu accueilles dans ta crèche. Alors merci pour ta fidélité, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la semaine prochaine.